À la une de l'actualité, la visite au Maroc du Premier ministre français. Au programme de ce jeudi, le forum économique maroco-français. Édouard Philippe co-présidera la rencontre aux côtés du chef du gouvernement marocain, Saad-Din El-Othmani. Retour ce matin sur le sommet de haut niveau de la COP23 à Bonn en Allemagne. Ce mercredi, la princesse Lalla Hasna a représenté le roi Mohamed VI lors de la cérémonie d'ouverture. L'action du Maroc sur la question du changement climatique a été relevée. Le président du Zimbabwe reviendra-t-il au pouvoir après le coup de force de l'armée? Depuis ce mercredi, Robert Mugabe est en résidence surveillée. L'organisation régionale d'Afrique australe tient ce jeudi une réunion d'urgence sur la situation au Zimbabwe. Bienvenue sur Média TV. Le Premier ministre français est arrivé ce mercredi soir au Maroc. Il a été accueilli par le chef du gouvernement marocain. Édouard Philippe co-présidera aux côtés de Saad-Din El-Othmani les travaux de la 13e rencontre de haut niveau maroco-française avec la tenue du Forum économique maroco-français. Dans une déclaration à la presse à l'issue d'entretiens avec le chef du gouvernement, le Premier ministre français a salué la qualité des relations unissant le Maroc et la France, fondées sur la confiance et l'amitié. Écoutez un extrait de la déclaration d'Édouard Philippe. Nous avons ensemble à la fois des sujets d'intérêt commun et des convergences de vues très fortes sur des questions relatives au développement économique, bien entendu, à la coopération bilatérale, aux questions liées à la sécurité régionale, mais à la sécurité dans son ensemble. Nous avons avec le Maroc des coopérations fortes en matière de lutte contre le terrorisme. Bref, en matière de développement économique, je l'ai dit, en matière de développement universitaire, de coopération d'enseignement supérieur. Nos relations sont anciennes, je l'ai dit, elles sont riches, elles sont fondées sur la confiance et l'amitié. Elles ne sont pas simplement tournées vers le passé et construites sur une longue histoire, elles sont aussi animées par le désir d'avancer ensemble et de construire un futur de prospérité et de paix. Notez également que le roi Mohamed VI a offert ce mercredi un dîner en l'honneur du Premier ministre français. Un dîner présidé à Rabat par le chef du gouvernement, Saad-Din El-Othmani. De nombreuses personnalités marocaines et françaises ont pris part à l'événement. Coopération maroco-française toujours. Rabat et Paris renforcent l'axe financier et celui du transport avec la signature ce mercredi à Rabat de 5 conventions portant sur le financement de l'extension des lignes du tramway de Rabat-Salé et Casablanca, le transport routier et la gestion des risques. Ces conventions ont été signées dans le cadre de la visite de travail au Maroc du Premier ministre français. Donc, il s'agit notamment d'une convention de près de 40 millions d'euros et d'une convention de subvention de 400 000 euros signée entre la société de transport de Rabat-Salé et l'Agence française de développement pour le financement de l'extension de la ligne 2 du tramway de Rabat-Salé. La princesse Lalla Hasna a représenté ce mercredi le roi Mohamed VI à la cérémonie d'ouverture du sommet de haut niveau de la COP23 qui se tient à Bonn en Allemagne. Elle a également assisté à la réunion des chefs d'État et de gouvernement présidée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les détails dans ce reportage de Mohamed Amin Boumzebra et Abdelrahman Ammar. Le récit est de Fayrouz Bentaleb. Lors de sa présence à la COP23, la princesse Lalla Hasna a pris part à une réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement présidée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les différents intervenants ont mis l'accent sur l'importance des résultats et conclusions de la COP22, abritée l'année dernière à Marrakech, et ont tenu à encenser les efforts du Royaume, qui a mis en œuvre une plateforme adaptée pour l'élaboration du règlement d'opérationnalisation de l'accord de Paris sur les moyens de faire face au changement climatique. J'étais présente au Maroc lors du sommet de la COP22 et j'ai été impressionnée par le chemin parcouru du Royaume, particulièrement en termes des énergies renouvelables et solaires. Cela nous donne de l'espoir qu'un pays en développement soit aussi avancé. L'Europe devrait en prendre de la graine. De son côté, le Maroc a exprimé sa volonté d'offrir plus de soutien dans la lutte contre le changement climatique, en plus de mettre l'expérience du Royaume en matière d'énergie renouvelable à la portée du reste des pays. Le Maroc a été salué à plusieurs reprises sur le grand succès de la COP22, qui était une COP
vraiment important puisque c'était la COP du début de la mise en action et de la mise en application de l'accord de Paris. Donc nous avons commencé à travailler à Marrakech sur les règles, les modalités, les procédures pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Nous avons eu la première CMA, donc qui est l'organe qui va gérer l'application de l'accord de Paris, et ça c'est historique. Les délégations participant à la COP23 cherchent à avancer dans l'élaboration du règlement d'opérationnalisation de l'accord de Paris qui vise à limiter la hausse de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius et à s'efforcer de ne pas dépasser 1,5 degré Celsius. Toujours à Bonn, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que les Nations Unies ont salué l'action climatique du Maroc et son leadership dans le cadre de sa présidence de la COP22 tenue l'an dernier à Marrakech. Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Miroslav Lajčák, remercie le Maroc qui a joué, affirme-t-il, un rôle de chef de file de l'action climatique lors de la COP22. La chancelière allemande Angela Merkel a mis en avant le partenariat coprésidé par le Maroc et l'Allemagne lancé l'année dernière à Marrakech pour aider à mettre en œuvre les plans d'action climat nationaux. Et dans le cadre de la COP23, les patrons du monde se sont réunis en sommet à Bonn, une initiative de la CGEM, le patronat marocain. La déclaration de Fidji a été adoptée, un texte dans lequel le secteur privé s'engage à nouveau en faveur de l'accord de Paris sur le climat. Explication Selma Saïdi. On entend parler de l'effet de serre et de ces gaz depuis maintenant un certain temps. Le secteur privé a lui aussi sa part de responsabilité. Le Maroc a lancé il y a plus d'un an l'initiative Entreprise Climat. Il s'agit d'une vision climat du secteur privé visant à renforcer les capacités des entreprises dans la gouvernance climat pour qu'elles puissent accéder à l'économie à bas carbone et résiliente au changement climatique. J'ai visité le Maroc il n'y a pas longtemps et j'ai vu l'importante stratégie du pays et son plan d'action sur le court terme, mais aussi son plan durable pour le secteur. C'est un plan qui comprend toutes les stratégies et les politiques pour préserver l'environnement au Maroc. All the policies covering the environmental protection in Morocco. La CGEM a organisé au pavillon Maroc la 3e édition du sommet mondial des patronats, un événement d'envergure qui a pour objectif de confirmer l'engagement du secteur privé mondial dans la lutte contre le changement climatique à travers la mise en œuvre de l'accord de Paris. Les participants à ce sommet ont tous salué les efforts du Maroc et ils ont insisté sur l'irréversibilité de l'accord de Paris, tout en soulignant que le secteur privé est de plus en plus conscient des enjeux climatiques. Le secteur privé joue un rôle très important dans les dynamiques économiques, sociales et environnementales dans le monde et nous sommes déterminés pour que le Royaume préserve son leadership dans ce domaine. La présidente de la CGEM a fait savoir que la Banque mondiale a apporté son soutien à l'initiative Climat Maroc. Ce soutien consiste à porter à l'échelle mondiale cette initiative qui sera présentée prochainement à Washington, une initiative qui est actuellement portée par une 50aine d'organisations patronales à travers le monde. Le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri devrait, selon l'Élysée, arriver en France dans les prochains jours à l'invitation d'Emmanuel Macron. Le président français, très actif dans ce dossier depuis 10 jours, a redemandé ce mercredi que Saad Hariri puisse rentrer au Liban pour y confirmer sa volonté de démissionner, en choisissant finalement de le faire venir provisoirement en France après négociation avec l'Arabie Saoudite. Paris se place en médiateur et offre une issue pour régler une situation problématique faute d'avoir pu obtenir son retour immédiat au Liban. Le président Macron précise qu'il ne s'agit pas du tout d'un exil. Écoutez le décryptage de Joseph Baou, universitaire et spécialiste du Proche-Orient. Il est au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Le président Macron a une sorte d'envie d'exister sur beaucoup de dossiers, donc il essaye de positionner la France sur cette question libanaise, d'où l'envoi du ministre Drian. La question se tend de plus en plus entre l'Arabie Saoudite et le Liban, puisque le président libanais a fait une déclaration qui entame en fait une nouvelle escalade en disant le délai commence à courir, nous allons entamer une protestation dans les instances internationales. Donc dans ce sens, la médiation française, je pense, va rester symbolique. C'est une médiation qui vise à montrer que la France a à cœur l'intérêt du Liban et la stabilité du Liban, mais je ne pense pas que c'est cette médiation-là qui mettra fin à ce feuilleton qui commence à devenir un tout petit peu surréaliste concernant Saad Hariri en Arabie Saoudite.
Sur le continent, 12 personnes ont été tuées ce mercredi soir à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. 4 kamikazes s'y sont fait exploser. 22 blessés ont été transférés à l'hôpital pour y être soignés. Le premier kamikaze s'est fait exploser au milieu des fidèles pendant la prière du soir, tuant 7 personnes. Une kamikaze est ensuite entrée dans une maison avant de déclencher ses explosifs, provoquant la mort d'une femme enceinte et de son enfant. Les 2 autres kamikazes se sont fait exploser avant d'atteindre leur cible. Les terroristes de Boko Haram n'ont pas l'habitude de revendiquer leurs attaques, mais le procédé semble être la marque du groupe. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté ce mercredi à l'unanimité un prolongement d'1 an de sa mission de paix en Centrafrique, une mission qui sera renforcée de 900 militaires. Ce renforcement de la MINUSCA avait été demandé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a mis en garde contre un risque de nettoyage ethnique dans le pays. En vertu de la résolution adoptée et rédigée par la France, la force est autorisée à déployer sur le terrain jusqu'à 11 650 personnes, dont 2080 policiers et 480 observateurs militaires. Le président du Zimbabwe pourrait ne pas revenir au pouvoir après le coup de force de l'armée. Depuis ce mercredi, Robert Mugabe est en résidence surveillée. Les forces armées assurent que leur intervention ne constitue pas un coup d'État militaire contre le gouvernement. L'Organisation régionale d'Afrique australe tient ce jeudi une réunion d'urgence sur la situation au Zimbabwe. Les derniers développements de Fayrouz Bentaleb. Des soldats armés dans des véhicules blindés se sont postés hier au point névralgique de Harare, après que l'armée du pays eut déclaré le président Robert Mugabe et son épouse en sécurité. Ils ont également encerclé les bureaux du gouvernement et patrouillé dans les rues de la capitale après une nuit de vives troubles. Les actions de la nuit du mardi à mercredi ont déclenché des spéculations sur un possible coup d'État, ce que l'armée a renié en direct de la télévision publique, mais également auprès des dirigeants régionaux. C'est ce qu'a en tout cas déclaré le chef de la Commission de l'Union africaine lors de son passage hier à Washington. Les militaires ont affirmé qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Et vous savez, au niveau de l'Union africaine, nous sommes contre tout changement anticonstitutionnel. Ça, c'est un principe sur lequel nous insistons et aucun renversement d'un régime constitutionnel par la voie des armes, que ce soit militaire ou rébellion, est systématiquement condamné. L'évolution rapide de la situation au Zimbabwe a surpris de nombreux diplomates aux Nations Unies. Matthew Rycroft, ambassadeur du Royaume-Uni aux Nations Unies, a exhorté toutes les parties impliquées à respecter les exigences de sécurité et de sûreté. La situation se développe rapidement. Je ne veux rien avancer de manière prématurée, mais ce que nous demandons, c'est que tout le monde respecte la nécessité de la sécurité et de l'absence de violence. Nous appelons au calme et à la stabilité. Robert Mugabe est au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. La semaine dernière, il avait limogé son vice-président Emmerson Mnangagwa, longtemps considéré comme son dauphin, au profit, selon beaucoup, de la première dame, Grace Mugabe. Robert Mugabe, qui fait face à des critiques concernant la situation économique de son pays, a été investi par son parti pour la présidentielle de 2018. La culture avec cette vente record ce mercredi à New York. Un tableau du peintre Léonard de Vinci a été adjugé à plus de 450 millions de dollars lors d'enchères chez Christie's. Salvatore Mundi, traduisait Le Sauveur du Monde, a été vendu en seulement 19 minutes. Il semblerait qu'il soit devenu le tableau le plus cher de l'histoire, toutes ventes confondues, y compris hors enchères. François is out. Loïc and François, it is with Alex Rotter at 400 million. Fin de cette édition, restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Média TV et sur notre application disponible en français et en arabe.